Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Et bienvenue sur 94 degrés à l'ombre sur Canal B, l'émission qui lutte contre toutes les prisons, contre tous les lieux d'incarcération et les CRA et tout le système judiciaire qui est contrefait. Pour rappel, voilà, on se permet de garder du temps tout simplement à la fin des émissions pour parler de politique au sens général, quoi, et de ce qui se passe. Et pour aujourd'hui, on souhaitait notamment évoquer des événements qui ont eu lieu à Nantes, donc des arrestations d'étrangers et étrangères assez massives, quoi, et violentes. Je crois que Norman, tu voulais aussi lire un texte qui parlait de Darmanin. Oui, parce que bon, j'ai suivi un peu l'actualité judiciaire en fait sur les réseaux, sur la page officielle du ministère de la Justice. Et il est passé aussi à Dijon à l'école. Et franchement, on y lit des trucs franchement scandaleux et révoltantes carrément, disons les choses que. Et je pense qu'il faut remettre un peu le discours de ce monsieur Darmanin en fait. Voilà, donc j'avais écrit un texte et je souhaitais le dire à l'antenne. Voilà. Ok, et du coup, un peu en lien avec ça, il y a en ce moment, c'est très riche en propositions autoritaires et répressives, etc. Mais il y a la loi dite narcotrafic qui est absolument liberticide et dont on aimerait parler aussi. Si on a le temps, il y a un petit texte qui est paru aussi qui parle de féminisme anticarcéral et qui est super intéressant. Donc on aimerait bien vous le partager selon le temps qu'on prend à parler des autres sujets, quoi. Et on aura aussi des dates, des événements à vous transmettre. Notamment il y a une journée de commémoration et de lutte contre les frontières et les politiques de mort aux frontières, quoi, qui est organisé le 8 février à Rennes, mais on reviendra dessus. Et le 4, donc dans 2 jours, je crois, il y a Awa Traoré qui a... Awa Gaye. Pardon. T'inquiète. Awa Gaye qui a une échéance à la cour d'appel de Rennes, et donc je crois qu'il y a un petit rassemblement qui est organisé devant et en soutien, quoi. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, à Nantes, il y a la mise en œuvre la mise en œuvre politique d'une chasse aux étrangers et étrangères qui s'opère, quoi. Et du coup, je vais vous lire un petit texte de différentes orgas nantaises qui parlent de ça globalement. Les 21 et 22 janvier 2025, d'importantes opérations de contrôle de police ont été menées à Nantes afin, selon la préfecture, de lutter contre le trafic de stupéfiants. Toutefois, ces contrôles ont tout du contrôle au faciès. Selon Presse Océan, ce mercredi matin, le 22 janvier, le cabinet du ministère de l'Intérieur reconnaît que les opérations à Nantes sont déclenchées à la demande du ministre et qu'elles visent les étrangers en situation irrégulière, avant de rectifier quelques heures plus tard, les étrangers, mais pas uniquement. Les résultats de ces contrôles et interpellations sont pourtant sans appel. Sur une vingtaine d'interpellations menées par les 2 unités de force mobile, il n'y a que des étrangers et étrangères en situation irrégulière. Un seul d'entre eux est poursuivi pour détention de stupéfiants. Les cellules sont pleines, le couloir rempli d'interprètes. Si l'objectif était réellement la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est une belle débauche de moyens, CRS, police aux frontières, municipale, pour un résultat quasi nul. Si au contraire l'objectif était d'enfermer et d'éloigner des personnes étrangères, c'est réussi,
puisque tard dans la soirée, un premier convoi de 3 véhicules part pour plus de 3 heures de route en direction d'un CRA. Ces opérations d'envergure ne sont pas nouvelles et n'ont jusque-là jamais fait leur preuve contre le trafic de stupéfiants. Davantage que des opérations coup de poing, il s'agit d'opérations coup de com' au service du ministère de l'Intérieur et de sa politique. Réunissant plus d'une vingtaine d'organisations syndicales, associatives et politiques, notre coordination, Colère Nantes, continue plus que jamais de s'opposer au projet de construction d'un centre de rétention administrative à Nantes. D'ores et déjà, nous organisons une projection débat à l'université, puis au cinéma Le Concorde le 4 mars, à Nantes donc, une réunion publique à destination des riverains du projet le 27 mars. Est-ce que tu as des horaires ou pas du tout ? Non. Okay. J'ai pas d'horaire. On pourra dire sur quoi se tenir informé. Pardon, exactement. Je te coupais, mais... non, bah voilà, et c'est simplement des événements qui sont organisés à Nantes, quoi. Peut-être qu'on pourra effectivement vous tenir au courant s'il y a des Nantais, Nantaises qui sont intéressés, ou d'autres personnes pour y aller. Mais voilà, bah je souhaitais vous partager ce texte-là, et enfin qui met en lumière la mise en œuvre des politiques racistes, quoi, qui sont... tout simplement... Et du système fasciste qui envahit l'Europe, hein, globalement, les arrestations et les exportations d'immigrés, ça passe par l'Albanie maintenant, en collégial de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, et d'autres qui sont en train de s'incurver dans ce petit groupe-là. Globalement, on est clairement sur de la déportation, on est clairement sur de la traite d'êtres humains, on est clairement sur de la déclassification géographique, on est très clairement sur de l'abattage de race, hein, très clairement. Et là pour le coup il y a vraiment ce truc aussi qui est flagrant de criminalisation des étrangers étrangères, dans le sens faire le lien en fait entre trafic de drogue étrangères, faire des opérations qui mélangent complètement les deux. Ah, le but c'est de nourrir l'amalgame, de toute façon, les deux. Ouais. Et de rendre ça très flou, les communiqués qui changent, etc., à moitié assumés. Le but c'est d'en faire une rhétorique, quoi, de façon qu'ils disent qu'on vient pour lutter contre la drogue, donc on peut établir une position de force avec la force légitime légale, et de cette force légitime légale on prend tout le monde, mais dans ces tout le monde on sait qu'il y aura 99% d'immigrés, c'est ce qui était le cas, sans papier c'est ce qui était le cas, et on a quelqu'un à dire qui était sous stupéfiant, qui n'avait même pas une grosse quantité, qui avait juste sa consommation, mais on a quand même enlevé là tout de suite que des personnes sans papier, juste pour les arrêter, avec un moyen légitime, légal, mais qui n'était pas approprié à celle-ci, mais qui est légitime et légal puisque la force a été là. C'est ça le truc. Puis c'est... Pardon. Et je trouve, de notre point de vue politique, en tout cas du mien, je trouve que ça met aussi vraiment en lumière ce truc où la nature de la répression contre les étrangers et étrangères, c'est la même que la répression pénale, quoi, avec les mêmes biais racistes et classistes. Et qu'en fait, enfermer quelqu'un pour trafic de stupes ou enfermer des étrangers et étrangères, c'est les mêmes mécanismes autoritaires. Et voilà. Pour toutes les minorités, en vrai, hein, pour toutes les minorités, pour toutes les personnes exclues, pour toutes celles qui sont individualisées au sens de leur caractère personnel ou de leur religion personnelle ou de leur apparenté sociale ou ethnique ou personnelle ou physique ou leur apparenté sexuelle ou leur apparenté d'origine. C'est simplement le même fonctionnement, la même rétorcation, le même dispositif, la même prise en charge, la même prise en compte, la même non prise en compte. Puis là, ils viennent jouer avec nos affects, dans le sens où, pour moi, lutter contre le narcotrafic, je cite bien évidemment, parce que ce terme n'a aucun sens, lutter contre le narcotrafic, c'est beaucoup plus facile de véhiculer une image négative en fait de la drogue et, etc. Et du coup, c'est d'autant plus logique pour ces gens-là de faire le lien entre drogue et les étrangers, et comme ça, en fait, on va beaucoup plus facilement accepter qu'on aille aller déporter des étrangers, qu'on aille aller arrêter, enfermer des étrangers, qu'on leur fasse subir des violences, parce que c'est en lien avec la drogue. Et tout de suite, c'est en mode oui, mais en fait, c'est des criminels de toute manière. Oui. Et la logique, elle est là. C'est une lutte contre les narcos, donc non, c'est normal. Ils sont là, ça lutte contre les narcos. C'est ça que les citoyens ils se disent derrière sa télé, globalement. Puis il y a même dans le même sens une forme de chantage émotionnel. Si tu t'opposes à ça, donc tu t'opposes à ce qu'on lutte contre le trafic, mais tu sais qu'il y a des jeunes qui meurent à cause du cannabis. Et genre,
ce truc où un peu l'argument d'autorité en fait, tu peux pas t'opposer parce que nous on lutte contre le trafic de drogue et ça c'est bien de lutter contre le trafic de drogue. Puis on n'est pas dans un rapport factuel ou scientifique, je sais pas comment, dans une démarche vraiment scientifique de répondre à un problème de santé publique lié à la drogue. C'est qu'en fait des réponses on les a, les analyses on les a, on sait qu'il y a des pays qui ont mis en pratique des manières d'essayer de lutter contre la drogue ou les addictions etc. qui sont différentes de nous, notre manière très autoritaire de le faire et qui marche mieux. Je dis pas qu'elle marche à 100% mais qui marche mieux et clairement ça vient juste en fait ces manières de lutter contre la drogue elles viennent juste nourrir un agenda politique d'extrême droite et voilà continuer à les taper sur les personnes qui n'ont pas les bons papiers etc. Je sais pas si quelqu'une a autre chose à rajouter sur ce qui s'est passé à Nantes ou sur ces trucs là. Il y a un truc qui me trotte en tête, c'est qu'en fait on va assimiler les personnes étrangères, les personnes sans papier au trafic de drogue sans forcément se poser la question de savoir pourquoi. Enfin, de fait, il y a quelques personnes, quelques étrangers ou étrangères qui effectivement vont peut-être faire du trafic, mais pourquoi au final? Parce que si jamais t'es sur le territoire, là ils ont passé la circulaire Retailleau qui dit que c'est plus non seulement 5 ans de présence sur le territoire qui remplace la circulaire Valls, mais maintenant 7 ans. Qu'est-ce que tu fais pendant 7 ans sans revenus, sans rien? Et au bout d'un moment, si jamais tu donnes pas les conditions de vie à la personne que tu accueilles ou qui est venue dans ton pays, forcément au bout d'un moment elle va en venir à devoir subvenir à ses moyens par des moyens qui sont illégaux puisque elle-même elle est dans l'illégalité. Ou alors tu te mets pas dans l'illégalité, tu ne sais pas. Et dans ce cas-là, tu fais comme avec la circulaire Valls pour les gendarmes, tu sais pas, tu viens dans un collège, mais moi je sais pas, je suis sans papier, je vends de la drogue parce que ça subvient à mes moyens. Je sais pas. Personne sait, les circulaires on les met en place, mais eux-mêmes bravent la loi, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même une entrée de gendarmes qui sont rentrés dans un collège, dans un établissement public d'éducation, et on enlève un mineur dedans, comme en 39, on enlevait des juifs et des tziganes qu'on avait parqués avant. Exactement le même système, exactement le même concept, à l'heure d'aujourd'hui dans toute l'Europe, qui s'intensifie, qui s'expanse, qui se légalise, qui se normalise, avec des principes d'adhération, des principes de compréhension, ce qui globalise toute la population à un sentiment de normalisation de ces faits-là. Faut pas normaliser. Il y avait une circulaire Valls qui promettait que le lieu d'éducation et de formation pour les jeunes était un lieu de protection et un lieu d'impossibilité de venir extraire un mineur. C'était pas le cas. Les circulaires ne sont pas respectées. De plus en plus, les keufs ils interviennent dans les lycées et les collèges. Et ils disent qu'ils savent pas la circulaire, qu'ils n'ont même dans les universités. Ça s'était passé déjà il y a des années. Bien sûr. Il y a un an, il y a déjà des policiers qui sont intervenus pour prendre un étudiant et le renvoyer dans son pays d'origine. Mais on peut rappeler que depuis 6 mois, c'est quand même une grosse chasse. C'est quand même une grosse chasse, c'est quand même de l'abattage, c'est quand même du ciblage de population, c'est du parquage de population, et c'est ni plus ni moins de l'exportation de masse, de traite d'êtres humains. C'est tout. Puis, je sais pas si vous vouliez poursuivre là-dessus. Sinon, je crois qu'on avait une transition assez cohérente parce que Norman, tu voulais nous lire, je crois, un truc que tu avais écrit sur Darmanin. Oui, c'est ça. Je me suis permis d'écrire quelques lignes sur Darmanin parce que son intervention est complètement sidérante. Bon, il y a un paquet de choses à dire, mais bon, j'ai essayé de concentrer un peu mes idées et puis. Peut-être on rappelle avant les nouvelles annonces qu'il a fait dernièrement. Ou Vas-y, je te laisse faire. Vous me complétez si jamais j'en oublie parce qu'il a un paquet d'idées quand même. Hein. Oui, saugrenu au passage, mais. Ouais, il est passé rapidement à l'école de Dijon où il a annoncé qu'il voulait que les détenus aient un parloir par mois. C'est ça. Ça, c'était une proposition. Qu'il ne cuisine plus dans les cellules. Donc ça veut dire cantiner uniquement peut-être des biscuits, des conserves, des trucs qu'on cuisine pas, quoi. C'est vrai que la gamelle, elle est extra. Puis alors que t'es en sous-nutrition si tu manges que la gamelle. Mais bon, quand même, cuisinez pas. Il a fait quelle autre annonce? Les cabines téléphoniques limitées à 20 minutes d'appel. Ouais, 20 minutes d'appel. La police pénitentiaire. Ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'il disait qu'il voulait pas. Des surveillants. Ce qui est contradictoire avec le fait qu'il voulait supprimer les téléphones. Si tu réduis les cabines, au final, il n'y a plus aucun moyen de communication, bref. Et c'est sa fameuse police pénitentiaire, ça, il l'avait annoncé précédemment. Il y a eu la nouvelle prison avec les 100 plus grands trafiquants qui sont ni plus ni moins que le retour des QHS. Ça, c'est les grandes bases du fonctionnement français. C'est-à-dire que on incrimine, on médiatise, et avec ça, on dit tiens, on va faire une réforme de loi
pour ce type-là de criminalité ou pour ce type-là d'exemple. Et là, on la généralise à tout un ensemble sur la population. Et après, on le globalise, on le normalise, on l'acte. Et là, après, c'est une normalité qu'on peut plus contester. Et auquel on est obligé de s'affilier. C'est ni plus ni moins qu'un goulag qu'on va créer en France, c'est ni plus ni moins qu'un QHS, mais à grandeur des prisons françaises, c'est ni plus ni moins des microcosmes d'isolement, c'est ni plus ni moins de l'abattage, c'est ni plus ni moins on va essayer de vous faire taire. Ça peut pas passer. Donc je vais poursuivre avec le texte que j'ai écrit à ce cher ministre de la Justice. Monsieur Darmanin. Tu pourras lui envoyer en courrier recommandé ? Oui, bah, je crois que je pense que oui, c'est une bonne idée ça, histoire de lui apprendre un peu son métier. Si vous aussi vous avez envie de lui envoyer des lettres, n'hésitez pas. Oui, je pense, parce que il ne vous répondra sûrement pas. Ça, Monsieur Darmanin, votre vision de la justice est une insulte à la dignité humaine, un crime contre l'humanité. Votre récente intervention sur les prisons françaises n'est pas seulement choquante, elle est révoltante. Elle dévoile une ignorance totale des réalités carcérales et une volonté délibérée d'instaurer un climat de répression aveugle. Vous parlez de fermeté et de sécurité, mais vos mesures sont celles d'un homme déconnecté des enjeux humains, sociaux et légaux qui se jouent dans nos prisons. Une telle incompétence de votre part est sidérante. Une police pénitentiaire armée. Un danger monumental. L'idée même de créer une police pénitentiaire armée est une aberration. Avez-vous seulement pris le temps de consulter des experts, d'écouter les professionnels sur le terrain ? Car si vous l'aviez fait, vous sauriez que cette mesure ne fera qu'ajouter de la violence à un système déjà sous tension. Les surveillants, M. Darmanin, ne sont pas formés pour manier des armes, dans un contexte où la moindre erreur peut coûter des vies. Savez-vous que dans certaines prisons, la surpopulation atteint des niveaux tels que les agents sont déjà en sous-effectif pour gérer des centaines de détenus ? Imaginez une seconde ce qu'une arme dans un tel environnement pourrait engendrer. Saisi par un détenu en situation de désespoir ou de colère. Vous vous rendez compte du carnage potentiel ? Utilisation abusive lorsqu'un agent fatigué, stressé ou simplement mal formé dérape. Cela peut se traduire par une bavure tragique. Quand on sait que certains agents pénitentiaires n'hésitent pas une seconde à exercer des homicides volontaires sur les détenus, imaginez ce qu'ils pourraient faire avec une arme dans les mains. Climat de terreur. En armant des surveillants, vous ne faites qu'instaurer un rapport de domination basé sur la peur et non sur le respect. Et cette idée absurde de conférer aux surveillants des rôles d'enquêteurs, c'est un mépris total pour les messieurs de la justice, M. Darmanin. Les surveillants ne sont pas formés à cela, ce n'est pas leur mission. Leur mission est leur imposer une telle charge ne fera qu'ajouter de la confusion et des tensions inutiles. Vous ne résolvez rien, vous compliquez tout. Interdiction de cuisiner, une déshumanisation méthodique. Parlons maintenant de votre projet d'interdire aux détenus de cuisiner. Peut-être pensez-vous que cette mesure est anodine, mais elle ne l'est pas. Au contraire, elle illustre parfaitement votre volonté de priver les détenus du peu de dignité qu'il leur reste. Savez-vous ce que cela signifie de vivre en prison, M. Darmanin ? Savez-vous ce que c'est d'être enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés, souvent partagée à 2, 3, 4, pour seul horizon, un mur dégueulasse et des barreaux ? Savez-vous ce que cela fait de manger jour après jour des repas infects, servis froids, avec des portions ridicules ? Ces repas fournis par des prestataires privés qui facturent au prix fort de la nourriture de qualité médiocre. C'est une insulte à la dignité humaine. Les repas en détention sont tels que lorsque vous êtes détenu et que vous prenez la gamelle, vous êtes mal vu par les détenus et traité de clochard, carrément. Parce que soyons clairs, mieux vaut manger des croquettes pour chiens que la merde en boîte servie au quotidien. La possibilité de cuisiner n'est pas un privilège. C'est un moyen pour les détenus de se reconnecter à un semblant de normalité, de partager un moment humain avec leurs co-détenus, de prendre soin d'eux-mêmes. En leur enlevant ça, vous ne faites que renforcer leur isolement, leur sentiment d'indignité et leur désespoir. Vous transformez les prisons en lieux encore plus hostiles, encore plus oppressants, en lieux de torture et de barbarie absolue. Réduction des parloirs et des appels à un isolement destructeur. Et que dire de votre volonté à limiter les parloirs et les appels téléphoniques ? Monsieur Darmanin, comprenez-vous seulement ce que cela signifie pour un détenu de pouvoir parler à sa famille, de pouvoir entendre la voix d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint ? Ces moments, aussi courts soient-ils, sont souvent la seule bouée de sauvetage
dans un quotidien qui n'est fait que de murs, de barbelés et de privations. Vos mesures ne font que briser davantage ces liens. Vous prétendez vouloir réduire la récidive, mais en isolant les détenus, vous faites exactement l'inverse. Vous les éloignez de leurs proches, vous les coupez de toute possibilité de réintégration, vous les enfermez dans un cycle de violence et de désespoir. Un détenu qui a tout perdu est un détenu qui n'a plus rien à perdre. Une ignorance crasse des solutions efficaces. Dans votre discours, il n'y a aucune place pour des solutions humanistes, pourtant éprouvées ailleurs. Regardez dans les pays tels que la Norvège ou la Finlande, où les prisons ressemblent davantage à des centres de réhabilitation et qu'à des lieux de torture. Là-bas, les détenus ont accès à des formations, des activités, des thérapies. Bref. Résultat, un taux de récidive parmi les plus bas au monde. Mais vous, monsieur Darmanin, vous préférez suivre l'exemple du mauvais élève. Ceux qui ont choisi la répression aveugle, qui récoltent aujourd'hui le fruit de leur échec. Pourquoi ? Parce que vous ne comprenez rien à la justice, ou parce que vous préférez flatter un électorat avide de solutions simplistes et autoritaires. Des conséquences prévisibles et catastrophiques. Vous pensez peut-être que vos mesures vont renforcer l'ordre et la justice. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de poser les bases d'une révolte carcérale sans précédent. Les détenus privés de tout, humiliés, écrasés, finiront par exploser. Et ce jour-là, oui, ce jour-là, monsieur Darmanin, vous devrez répondre de vos actes. Monsieur Darmanin, vous êtes un ministre de l'injustice, et vos décisions sont une honte pour notre pays. Votre passage à ce poste sera marqué par l'inhumanité, la répression et par l'ignorance crasse des véritables enjeux. L'histoire se souviendra de vous, non pas comme un réformateur, mais comme un fossoyeur des droits de l'homme. Voilà. Très beau texte, merci. Ouais, merci beaucoup Norman. Tu peux l'envoyer. Ouais, merci Norman. Je trouve qu'il y a plein de choses dans ton texte. Je sais pas si il y a des trucs sur... Moi j'ai essayé de concentrer un peu, mais... Après, le truc, c'est qu'il va pas la faire à la brutale. C'est qu'ils ont très bien appris sur déjà les années précédentes comment on réprimait une population entière en tapant de ci, de là, isolément. On l'a bien vu avec les retraites, avec la précarité étudiante, avec les lois qui sont passées sur les mineurs et leurs familles, sur la délinquance, avec Naël, etc. Ce qui s'était passé. Et ils ont bien vu que si jamais ils tapaient petit à petit et de manière isolée, ça allait passer. Il va pas la faire à la méthode brutale, il va faire la méthode douce. Oui. Et ça va passer. Ils l'ont déjà fait avec le fichier des empreintes génétiques. Ils ont dit on va d'abord faire ça pour eux. Puis ça s'est généralisé à toute la population. C'est petit à petit, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Puis là, c'est la façon de rendre légitime et normale une situation, alors que le basculement qui est en train de se faire, il est inédit quand même. C'est un retour vers les QHS. Donc non, c'est pas complètement inédit, ça a déjà existé, mais c'est un truc qu'on veut pas, quoi. C'est un truc on prend. Non, ça peut pas passer. Typiquement, quand ça concerne Atoll, va encore plus prendre la parole et qu'on n'entend pas d'autres discours que ceux de nos administrations, là, de nos élus, de nos représentants. D'ailleurs, on va rappeler à tout le monde que les entreprises qui gèrent et qui prennent un gros pourcentage sur les détenus, c'est Bouygues pour les cabines téléphoniques. C'est lui le gestionnaire et le premier producteur sur les prisons, plan 13 000, plan 12 000, plan 15 000, plan 16 000, donc toutes les prisons depuis 2012. C'est Bouygues, EURES, GEPSA. C'est les 3 entreprises prioritaires dans le monde financier de la prison. C'est celles qui génèrent le flux du travail, c'est celle qui génère le flux des cantines, c'est celle qui gère vraiment de manière opaque tout le système financier des prisons. Et c'est Bouygues qui mange notre argent à la cabine. Et il y en a d'autres, il y a Eiffage, il y a Sodexo, voilà. À titre peut-être plus anecdotique, c'est les bières Fischer qui vont faire leur bouchon par les personnes détenues. Mais est-ce qu'ils ont droit à la bière ? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Je pense qu'ils ont droit à 2 francs 6 sous. Quand on voit par exemple que j'ai une connaissance moi qui envoie des messages à une personne incarcérée, et la personne incarcérée juste pour écouter le message, elle est obligée de payer 10 balles quand même. C'est 10 balles juste pour écouter un message de 30 secondes. C'est scandaleux, c'est du racket carrément. Il faut que ça s'arrête tout de suite là. Et ça on le sait pas, c'est vraiment une américanisation des prisons. C'est un gros système capitalisant. Si t'as vraiment, faut savoir qu'en prison, l'avantage, t'as une main d'œuvre gratos quasiment, quoi. C'est ça. Le système des ateliers à Fleury, c'était quoi ? C'était je te prends 10 personnes, si j'ai pas beaucoup de travail, je te prends les 4 meilleurs puisqu'ils font le travail de triple et puis je les paye à la norme. Et que s'il y a beaucoup de charges, je te prends tout l'étage. C'est comme ça globalement que ça fonctionne. Combien même Macron a voulu changer les lois en disant il y aura plus de rémunération à la pièce pour que vous payiez, pour que vous fassiez tant de pièces aux ateliers, pour que vous fassiez des heures de travail.
ils sont pas plus payés, c'est juste un système plus productif. Et pour moi, c'est flagrant, comment dire, le lien qu'on peut faire entre prison, réinsertion et capitalisme, en fait, que ce soit, j'en sais rien, dans des ESAT, donc des endroits où on fait travailler des personnes en situation de handicap, enfin des handicapés, dans des tôles, dans des, j'en sais rien, dans des HP, dans la semi-liberté. Clairement, si vous avez un taf, c'est bien, vous allez pouvoir vous réinsérer. Voilà, quand toi t'as été en semi-liberté, si t'as pas de taf, tu sors pas en fait. Si t'es assujetti au chantage, tu suivras. C'est ça. C'est à quel chantage on peut te mettre. Quel chantage tu peux réaliser, tu peux subir. Et jusqu'à quel point quoi. Et l'humain derrière on s'en fout. Toi tu le soulignais dans ton message, clairement en fait on va venir vous isoler, on va venir augmenter encore plus la violence, c'est de la torture, de la torture qui dit pas son nom, des pressions psychologiques, puis en plus on va vous affaiblir là clairement, juste si tu peux plus cuisiner et tu dois bouffer ta vieille gamelle, bref. Mais puis le concept même de réinsertion qui très souvent c'est réinsertion par le travail et capitaliste en soi et hyper normatif en fait, enfin cette idée que pour avoir une vie qui en vaille la peine, il faut travailler, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, un détenu qui travaille à l'atelier, il touche entre 280 et 320 euros. Sur les 280 à 320 euros, on lui enlève 40 pour les parties civiles. Ça, c'est de côté. Il lui reste que 280 du coup, ou 260. Ensuite, 200, on lui enlève 10 euros pour la télé, tous les 15 jours. On lui enlève 15 euros pour la télé, 14,99 € exactement pour la télé tous les 15 jours. Ensuite, on lui enlève 10 euros par mois pour le frigo. Ensuite de ça, on enlève 10% pour le pécule libérable. Faites le calcul de ce qui vous reste. Je suis fumeur, je fume juste un paquet de tabac dans le mois parce que j'ai pas trop de sous. Ça me coûte 14,15 €. Avec le paquet de feuilles, ça me coûte 16 € et le briquet, ça me coûte 17 €. J'ai déjà perdu une partie de ma paye. Je fume une roulée par jour. J'ai une boîte de café qui coûte 2,30 €. 100 grammes. 100 grammes, le prix des cantines, c'est monstrueux. Je cantine un paquet de riz, une boîte d'œufs. Une tablette de chocolat, bon bah ça dépend, ça dépend si on m'a fait bosser à l'atelier un peu plus. Sinon il n'y a pas de tablette de chocolat. Concrètement je me retrouve avec moins 10 centimes, j'ai pas un centime, je vais appeler à la cabine téléphonique, ça me coûte 70 € tous les 2 jours pour que je puisse appeler 25 minutes. C'est ça la réalité du truc, c'est que je travaille un mois à l'atelier pour toucher 0 et me retrouver à 0 et juste retourner à l'atelier demain pour espérer que la paye elle tombe le mois d'après. Et surtout qu'on le garde à l'atelier. Et encore, quand tu dis ce chiffre-là, c'est dans le meilleur des cas. Moi, j'ai vu des salaires à 180 € et dégage, vas-y, ne te casse pas les couilles, tiens, là 180 €. Parce que je suis un bon travailleur. Ferme-la, ouais, c'est ça. Parce que je suis un bon travailleur, on me prend tous les jours. Et puis en plus, que tu l'achètes aux entreprises qui tiennent la tôle en fait. C'est ça qui est bien. Quand il y a une canicule, tu dois acheter de l'eau, un ventilateur, j'en sais rien, le ventilateur, tu l'achètes à. Une plaque chauffante, c'est quoi? Tu veux une plaque chauffante là tout de suite, c'est 69 €. Oui, c'est ça. Et c'est plus cher que dans les magasins en extérieur. Tout est plus cher. Bien sûr. On nous dit, la médiatisation à l'heure d'aujourd'hui sur les infos, c'est de nous dire oui, il y a du matérialisme en prison, il y a des ordinateurs, il y a des consoles, il y a des postes. Moi je sais très bien que la population carcérale, il y a que 3% dans chaque prison de détenus qui subviennent à leur détention de manière propre, approprié, de manière à avoir des cellules propres, de manière à pouvoir manger. Puis on va plus facilement parler de ça que des indigents, tu vois. Alors que les indigents, c'est 90% de la population pénale, c'est 90% des gens qui ont 0 €, donc 20 € d'indigence par mois. 20 € donc qui veut dire 20 € ne dit pas de cabine. Dit 20 €, ça veut dire si t'es pas fumeur, c'est 2 boîtes de café, un paquet de sucre, une boîte de thé. T'as même pas de bouilloire, chauffe pas, ça sert à rien, c'est 25 € la bouilloire. T'es obligé de choisir entre boire un café ou fumer une clope ou te laver ou truc. T'es obligé de faire des choix sur des réduits régaliens, c'est scandaleux. Ouais. Et même, moi j'ai remarqué aux cantines, en fait, t'as l'impression à chaque fois qu'ils réduisent les prix, en fait, c'est très très malin de la part de moi. J'ai analysé beaucoup de choses. En fait, tout ce qui est très cantiné par les personnes détenues, en fait, ça augmente. Ils font une espèce d'illusion en fait de trucs genre vous baissez les prix, mais en fait c'est tout ce qui ne cantine pas. En fait, c'est tout ce qui est pas commandé en priorité par les détenus. En fait, ça baisse. Voilà, ça baisse. En fait, ça fait une espèce d'illusion comme ça, mais en fait, tout augmente. Et... En fait, c'est le peigne et la brosse à dents qui restent. C'est ça. Je pense qu'il y aurait de quoi faire une émission entière sur ce qu'on appelle le capitalisme. On va peut-être donner les dates des. Il y a d'autres contenus par contre que vous pouvez retrouver là-dessus, notamment des bouquins, des brochures sur ce thème du capitalisme carcéral et comment la tôle permet et a pour objet aussi d'enrichir des grands groupes.
Je sais pas si vous préférez parler un peu de la lutte contre, entre guillemets, le narcotrafic. Peut-être qu'on a le temps d'en parler un petit peu et ensuite d'annoncer les événements qui viennent ensuite. Tu veux dire continuer sur les 100 places qui vont être créées là Qu'est-ce que tu entends par continuer sur le narcotrafic? Moi j'avais juste globalement je vais te dire ce qui va s'appliquer au narcotrafic, ils veulent le généraliser. Bien sûr. Donc concrètement toutes les mesures qu'on a expliquées là à titre général pour les lieux de privation de liberté et de détention, ça va être les mêmes pour les narcotrafiquants, mais beaucoup plus à l'extrême, beaucoup plus de manière isolée et beaucoup plus de manière tue quoi. Voilà. Puis je trouvais ça aussi important de rappeler les liens historiques qui existent entre la lutte contre la drogue et la tôle, notamment avec le War on Drugs dans les années 70 aux États-Unis, qui a été à l'origine de l'explosion du nombre de personnes enfermées. Et ce truc très particulier de lien entre la répression, l'autorité et la lutte contre la drogue, sur lequel il y aurait beaucoup de trucs à dire, quoi. Et ce qui est étonnant, oui, peut-être qu'on va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est très éloquent aussi de voir à quel point le ministère de la Santé est juste pas sollicité, quoi. Et voilà, je sais pas. En tout cas, on a conscience que les sujets abordés, comme on en parle avec vous, ça doit pas être non plus hyper... ça doit faire remonter des trucs. Voilà, je sais pas comment vous allez. En tout cas, on vous apporte plein de force, plein de soutien aussi là-dedans. Si vous avez envie d'extérioriser tout ça par écrit, par oral, par mail, j'en sais rien, n'hésitez pas à en parler avec nous, n'hésitez pas à en parler entre vous, n'hésitez pas à vous organiser. Soyez free, oubliez pas les petites astuces de Norman la dernière fois, passez les messages à vos familles, si les parloirs ils peuvent relayer, si les parloirs ils peuvent envoyer des petites lettres qui sont pas passées, qui peuvent passer plus vite, si vous pouvez envoyer des petits numéros de téléphone, qu'on peut vous faire passer les messages par vos familles, par vos amis, par les liens à l'extérieur, intérieur, par les copains en promenade, si l'autre peut vous aider, toi t'écris mieux, l'autre envoie au téléphone, la cabine fonctionne pour mon pote, la cabine fonctionne pas pour moi, mon écrit marche pour mon pote, et ainsi de suite, et on envoie tout. Il y a plusieurs moyens de supplanter l'autorité de l'administration pénitentiaire, parce qu'à un moment donné, quand tu respectes les règles et que tu respectes le règlement, tu te fais avoir tout simplement, et c'est ce qu'ils cherchent en fait. Ils cherchent en fait à contrôler tout. Mais quand on voit que c'est pour pratiquer des conditions complètement scandaleuses et inhumaines, non, on est dans le devoir en fait d'enfreindre le règlement, parce que c'est pas possible de respecter le règlement et puis de se faire, j'ai pas envie de dire le mot, mais voilà, vous avez compris l'idée. S'il y a des choses que vous voulez partager et dont vous avez le sentiment qu'elles peuvent être un peu sensibles, vous pouvez les transmettre à votre avocate qui pourra les transmettre éventuellement si cette personne est un peu cool. Voilà. Et du coup, on va rappeler les points infos, les points notes, les points dates. Ouais. On fait les points dates. Moi, je voulais vous lire un texte du collectif de Justice et Vérité pour Babacar, mais je pense pas qu'on aura le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux rappeler la date. Il est long le texte. Il est non, ça va. Non, ça va. Vas-y. Allez, vas-y. Ok. Alors ça va résumer l'affaire, donc voilà, si je vois qu'il manque des trucs, j'hésiterai pas à compléter après, mais donc c'est un communiqué du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye que je vais vous lire. Mardi 4 février 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes rendra sa décision suite à la demande déposée en mai 2023 par Awa Gaye, en opposition avec l'ordonnance de non-lieu concernant le meurtre de son frère Babacar la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à Rennes. Babacar Gaye était en détresse, hébergeuse ce soir-là par un ami. Ce dernier a appelé les pompiers. Mais cette nuit-là, ce sont 8 policiers, dont 4 de la brigade anticriminalité, la BAC, qui sont intervenus. Babacar a été tué de 5 balles. Les secours pourtant présents au pied de l'immeuble, dès le début, ne pourront intervenir qu'après que Babacar ait expiré son dernier souffle, menotté, gisant sur le ventre. L'instruction que Awa Gaye a été la seule à alimenter par ses demandes d'actes a révélé de nombreuses incohérences en contradiction avec l'enquête préliminaire et les témoignages, dont ceux des policiers. De nombreuses questions restent encore sans réponse. Et là, je vous invite à aller lire d'autres communiqués du collectif Justice et Vérité du 12 mai 2023, qui rebondit suite à ce non-lieu. L'ordonnance de non-lieu n'est pas acceptable, comme étaient inacceptables les tentatives du procureur de classer sans suite dès le début. Inacceptable aussi lorsque ce dernier a régulièrement fait pression par voie de presse pour exiger le non-lieu, pour soutenir la thèse de la légitime défense, afin de protéger les policiers, dont celui identifié comme le tireur.
La lutte pour la vérité est une lutte pour la dignité, pour la mémoire de Babacar Gaye et pour en finir avec l'impunité des agents de l'État des agents de l'État en armes qui commettent des violences et des crimes. Le policier meurtrier de Babacar Gaye est toujours en activité. Awa Gaye, accompagné de Madame Lucie Simon, s'exprimeront sur la procédure en cours et pour la suite à donner selon la décision de la Chambre de l'instruction à l'issue de l'audience. Et c'est là où je vous invite à prendre des notes et à venir soutenir devant le Parlement de Bretagne. Vous êtes conviés à une conférence de presse au pied du Parlement de Bretagne à Rennes le mardi 4 février, donc c'est mardi prochain, à 8h45. Mettez votre réveil un peu tôt, pour celles et ceux bien évidemment qui sont à l'extérieur et qui peuvent y aller. Mettez votre réveil un peu tôt et voilà, si jamais vous pouvez aller donner de la force, aller soutenir des familles de victimes, des gens qui se battent depuis des années, n'hésitez pas, c'est hyper important. Voilà, nous bien évidemment on apporte tout notre soutien à Awa. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est vraiment, Babacar il avait un couteau à beurre dans les mains, il était en crise de détresse psychologique. J'ai plus les termes exacts médicaux, mais c'était un assassinat en fait. Il a été tué de dos. Il a été tué alors qu'en fait il appelait pour finalement demander de l'aide. Ouais, clairement. Il avait été appelé pour demander de l'aide, bien évidemment. Il appelait parce que lui-même, il était en détresse et au final, on l'a achevé. C'est ça la réponse qu'on apporte à la détresse. Le non-lieu, il est inacceptable parce qu'on parle de 5 balles et il y en a qui ont été tirés dans le dos. À quel moment des policiers sont incapables de maîtriser un jeune et ils en viennent à tirer 5 balles et notamment des balles dans le dos? On voit bien le mépris envers les... Ils savent pas faire leur métier, je suis désolée, ils savent pas s'ils en viennent à utiliser ça alors qu'il s'agissait juste d'aider un jeune qui était en détresse, ils savent pas faire le métier et démissionner, quittez votre poste directement, c'est pas, le non-lieu il est inacceptable. 5 balles dans le dos, et incapable de se remettre en question, et c'est là où on voit comment aussi les policiers sont prêts à falsifier des choses. Elle a mis très longtemps avant d'avoir accès à des trucs qui sont sous scellés, avant d'avoir toutes les informations, on l'a fait tourner en rond, etc. Les syndicats de keufs, au même titre que les syndicats de matons, quand il y a des merdes comme ça, ils savent très bien comment se protéger, ils savent très bien quelle version donner, ils savent très bien se soutenir entre eux aussi, et c'est un déboire, c'est une galère économiquement, psychologiquement pour lutter dans ces moments-là. Et donc c'est là où moi je trouve que c'est aussi hyper important d'aller soutenir ces collectifs, c'est que c'est des familles de victimes, c'est des gens, c'est des sœurs, c'est des mères, c'est des filles, c'est des frères, j'en sais rien, qui se soutiennent. Et c'est comment on en vient à tuer un jeune déjà, et comment en plus on en vient à cracher à la gueule des familles. Qui plus est, les criminaliser. Quel respect il y a des citoyens, des concitoyens de n'importe quoi dans ce pays pour en venir à là quoi. De toute façon t'es pas blanc et t'as des problèmes psychiatriques, mais vas-y en fait, qu'est-ce que t'es pas considéré en fait. En plus je sais pas mais quand même 5 bastos quand même, en plus dans le dos, alors il y en a peut-être eu d'autres, ça serait encore pire. Non c'était 5. Mais bon, 5 déjà, ça prouve déjà, on sait déjà les dégâts que font déjà une balle. Il y a des douilles qui n'ont pas été trouvées. Déjà 5, il y a quand même acharnement là, c'est... Puis il y a ce truc aussi de chaîne pénale où l'institution judiciaire, en fait, les magistrats, c'est les collègues des keufs, quoi. Ils bossent ensemble. Les juges d'instruction, les procs, ils bossent avec les flics. Donc évidemment qu'à un moment, ils ont forcément des freins à... Mais voilà. Peut-être qu'on peut annoncer un autre événement. Je pense qu'on annonce en clôture. On rappelle le rendez-vous, c'est le 4 février, donc ce mardi à 8h45. L'audience c'est dans la matinée, quoi. Devant le Parlement de Bretagne. Devant le Parlement de Bretagne. Donc la cour d'appel de Rennes, le Parlement de Bretagne, à 8h45 ce mardi. Pour soutenir Awa et sa famille et tous ses proches et la lutte. Et force à elle évidemment de la part de l'émission, quoi. Et du coup je vous annonce juste rapidement, on vous l'avait déjà annoncé je crois la semaine dernière, mais le samedi 8 février, c'est-à-dire samedi prochain, il y a une journée de lutte pour l'abolition des frontières et de commémoration pour toutes les personnes qui sont mortes aux frontières à cause de cette politique xénophobe et répressive. Et voilà, donc il y a tout un programme que vous pouvez retrouver sur internet pour les personnes qui ont accès à internet, et sinon c'est 11h place Sainte-Anne, donc samedi prochain. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va laisser l'antenne. Et après, c'est suivi de tables rondes, d'écoutes de podcasts, etc. au BAM, c'est ça ? Ouais, c'est ça.
Bâtiment à modeler, ouais. c'est vers Clenay, Ouais, sud-ouest. À partir de 14h pour des discussions et ensuite il y a le programme qui défile toute la journée du samedi avec différents intervenants-intervenantes. Je voulais juste rappeler un truc avant de finir. On a zappé des musiques pendant l'émission parce qu'on estimait que c'était hyper important de faire ce point-là. Bien évidemment, on est désolé si on a squeeze des morceaux que vous aimeriez passer. Effectivement, vous nous écrivez des dédicaces, etc. L'important, c'est qu'on puisse les passer. Voilà, on a fait des choix. On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une musique qui puisse passer aussi pendant l'émission. Voilà, en tout cas, on s'excuse, mais j'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi là-dessus. Et pour rebondir sur un truc que toi, t'as annoncé, Norman, tout à l'heure, il y a donc l'avocate Begelman, ou Begelman, je sais pas exactement comment on dit, n'hésite pas à nous dire, Juliette en tout cas, qui viendra dans les studios pour répondre à vos questions. Envoyez-nous vos questions, vos envies de recours, je sais pas quoi, et on verra ce qu'elle pourra vous dire. Mais n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Le numéro de la radio, c'est 02 99 52 77 66. On a une page Facebook 94 degrés à l'ombre. Et l'adresse, c'est 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Écrivez bien à 94 degrés à l'ombre, Canal B, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. En tout cas, on était contents de passer cette émission avec vous. On espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment et on vous souhaite plein de courage. Je sais même pas si on a le temps de débuter une musique. Ouais, je peux. Non, on a 1 minute. Ouais, on peut mettre 1 minute et après je remets l'antenne. Comme ça, on se quitte avec un petit son. Ouais, et force à tous et toutes. On se retrouve dimanche prochain, évidemment. Nick la tôle. Force, nique la tôle. Et n'hésitez pas à faire des Liberté. recours, vous défendre, parler, témoigner, vous faire soutenir de vos proches. Crier, envoyer une droite, casser le mur. Et on se quitte avec un petit son. Celui-ci. Je pense que tu peux remonter là, il y a 30 secondes. C'est déjà de la musique en plus en fond. Ah ouais, non, on se quitte sans son. Nique la tôle. Mais force à vous. Force à vous.